Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Nous sommes mardi 22 avril 2025. Je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Bienvenue. Donc, nous reprenons après un petit temps d'interruption. Nous reprenons nos directs pour continuer à parler et à diffuser le travail de Freud et d'autres psychanalystes. Alors, nous sommes un petit peu dans l'ombre aujourd'hui, Féti, bonsoir. Féti, bonsoir. Donc, on va faire ça. Alors, attendez, il faut que je vois comment j'organise. Hop, pour mettre de côté, pour voir vos interventions. Alors, le sujet d'aujourd'hui que nous nous sommes proposés, donc, aujourd'hui, est-ce que je peux mettre un peu plus de... Waouh, un peu plus de lumière. Le sujet que nous sommes proposés aujourd'hui, c'est faire référence à quoi servent les symptômes. Anne, bonsoir. À quoi servent les symptômes? Bah oui, on va dire... Alors, à quoi servent les symptômes? On va pas faire simplement référence à ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. C'est-à-dire comment chacun va utiliser ses symptômes. Sylvie, bonsoir, va utiliser ses symptômes pour... on va dire Olivier, bonsoir, utiliser ces symptômes, on va dire avec le bénéfice secondaire, c'est-à-dire une fois que le symptôme est installé, Claire, bonjour, de commencer à l'utiliser en disant non, comme j'ai tel symptôme, ça je ne peux pas le faire, et donc on dit c'est l'utilisation. Alors bien évidemment il y a des situations où ce n'est pas possible. Marlène, bonsoir, Samy, bonsoir, mais en général, non, les symptômes, on devrait pouvoir passer outre, c'est-à-dire ne pas les utiliser. Et ne pas les utiliser, pourquoi? Parce que après c'est encore plus difficile de s'en défaire, parce qu'ils ont une autre fonction. Lucie, bonsoir, Anne, bonsoir, non, donc ça fait beaucoup d'utilisation du symptôme. Christiane, bonsoir. Donc c'est pour ça que utiliser les symptômes, ça va les installer. Marguerite, bonsoir. Charbel, bonsoir. Christiane, bonsoir. Et Marguerite, Christine, Nathalie, bonsoir. Donc bienvenue à tous. Donc vous savez, comme toujours, que Nathalie, que vous pouvez partager sur vos réseaux, sur vos murs de Facebook, par exemple, cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux à apprendre, à continuer à apprendre et à découvrir comment nous fonctionnons, comment fonctionne notre appareil psychique. Donc on parlait de à quoi servent les symptômes. Directement, on commence par la fin, c'est-à-dire par le bénéfice secondaire et l'utilisation que certaines personnes font un mal de tête. Donc comme ils ont mal à la tête, on va dire... ils vont cesser de faire telle ou telle chose, par exemple. Donc il y a de l'utilisation de nos symptômes. Alors ça va les renforcer, non? Les utiliser dans la réalité pour modifier des situations dans la réalité, ça va provoquer, on va dire d'une certaine manière, qu'ils s'installent encore plus. Alors on peut, bonsoir Serge, alors on peut se poser la question à savoir pourquoi le psychisme, Céline, bonsoir, pourquoi le psychisme va résoudre un conflit psychique par un symptôme? On peut déjà se poser cette question, c'est-à-dire pourquoi il ne va pas trouver une autre manière plus saine pour résoudre les symptômes. Et Flore et saludos. Et alors c'est une question qui va être intéressante de se poser la question de savoir, c'est-à-dire pourquoi le conflit psychique, que face à un conflit psychique, c'est-à-dire que ce n'est pas un conflit de la réalité, c'est un conflit psychique, pourquoi dans le psychisme, la décision inconsciente du sujet va être de prendre le chemin de la résolution du conflit, parce que
le symptôme, et c'est ce que vient nous présenter la psychanalyse, le symptôme, pas obligatoirement, parce qu'il n'y a pas obligatoirement refoulement affectif dans la production des symptômes. Non, il y a différents types de symptômes. Par exemple, dans les névroses actuelles, il n'y a pas de mécanisme psychique, donc il n'y a pas de refoulement. Non, et effectivement, on va dire qu'un refoulement est bien fait, est efficace quand il n'y a pas de production de symptômes, c'est-à-dire quand il n'y a pas de retour. Est-ce que le fait de ne pas réussir à avancer constitue un symptôme? Avancer où? Avancer où? Où est-ce que vous voulez aller, Céline? Bon, c'est-à-dire que vivre, vivre, c'est déjà avancer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire avancer? Alors, c'est une question intéressante de se poser la question, à savoir pourquoi le psychisme va prendre le chemin du conflit et non pas trouver un autre rythme, un autre type de chemin qui soit un peu plus sain. Non, on va dire. Et c'est là où on va donc voir et tomber dans ce qu'on appelle le cœur de la psychanalyse. Parce que, en fait, on va voir que le symptôme, c'est une solution pour le sujet. C'est une solution psychique. Le symptôme est une formation substitutive d'un refoulement, dit Rachid. Alors, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça. Faire du surplace. Ben oui, mais c'est pareil. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça veut dire, faire du surplace? Parce que l'être humain, il ne peut pas faire du surplace. Il est en mouvement constant. Non? Mais ne pas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas vivre? Qu'est-ce que ça veut dire vivre et qu'est-ce que ça veut dire ne pas vivre? Bon, ce sont des questions qui sont un peu plus complexes. Et on pourrait se poser la question d'ailleurs pour le psychisme, qu'est-ce que ça veut dire vivre et qu'est-ce que ça veut dire ne pas vivre. Mais pour l'instant, on va se poser la question à savoir pourquoi certaines personnes, certains névrosés, d'une façon générale, on va dire, vont utiliser la solution d'un conflit par un symptôme. Alors ça, c'est très important de considérer que le symptôme est toujours une solution pour le sujet. Et ça, c'est très important de penser que c'est une solution pour le sujet. C'est pour ça qu'on ne peut pas, et j'ai déjà eu l'occasion de faire référence à ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer, ou il ne s'agit pas d'éliminer directement le symptôme du patient, car que pour lui, c'est une solution. Donc en fait, il va éliminer son symptôme quand il aura trouvé une autre solution pour ce conflit, ou que ce conflit n'aura plus lieu d'être, c'est-à-dire qu'il aura réussi à diluer ce qui était au départ un conflit. Parce qu'il faut savoir que dans l'appareil psychique, les mouvements qui existent dans l'appareil psychique sont nombreux. Et il y a de nombreux... Donc on pense qu'il y a différentes instances, il y a le moi, il y a le surmoi, il y a le ça, il y a l'inconscient, le préconscient, la conscience, plus tous les mécanismes qui participent au déplacement de ces énergies qui fonctionnent dans cet appareil. Non, c'est un appareil très complexe. Imaginez, on n'a pas pu le dessiner, cet appareil. Il est tellement complexe qu'on n'a pas pu le dessiner, ni pouvoir le penser d'une façon globale. Le symptôme est une défense contre la jouissance, dit Rachid. Non, parce qu'il y a toujours jouissance chez l'être humain, Rachid. Il y a toujours jouissance, donc quoi qu'on fasse, on va dire qu'il y a jouissance. Mais il y a des types de jouissance, c'est-à-dire qu'il y a des jouissances qui vont faire souffrir le sujet. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand il y a production d'un symptôme, il y a jouissance quand même, mais il y a jouissance, mais il y a souffrance dans la conscience. Donc le symptôme est une résolution du conflit psychique inconscient, exactement. Est une solution, exactement, en fait, c'est une solution du conflit. C'est-à-dire que le moi peut être en conflit avec le surmoi, le moi peut être en conflit avec le ça, il peut y avoir le moi peut être en conflit avec la réalité extérieure qui intervient aussi. Non? Et donc il y a ces différentes instances qui doivent réussir en fait à bien s'entendre. Et celui qui s'occupe de bien gérer ces instances pour que tout le monde soit content, c'est-à-dire pour que le ça soit content, pour que le surmoi soit content, pour que la réalité extérieure soit contente, c'est-à-dire que tous des éléments qui exigent des choses, et c'est le moi qui est responsable d'essayer de satisfaire tout le monde. Alors quand nous avons un moi
qui est fort, qui sait dire non à certaines sollicitudes de certaines instances, par exemple, ou qui sait trouver une solution à, il y a moins de conflits. Le problème, c'est quand le moi est plus faible et qu'il va, par exemple, se soumettre au surmoi. Il va se soumettre au surmoi et il ne sait pas dire non au surmoi, ou il l'écoute trop, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on va écouter trop le surmoi et on va faire ce que le surmoi nous dit, et que ce que nous dit le surmoi, en général, n'est pas tout à fait adapté à la réalité. Alors quand on va choisir, c'est-à-dire quand le sujet, parce que c'est un choix du sujet, un choix inconscient, bien évidemment, c'est un choix du sujet, où son psychisme va choisir donc de produire un symptôme qui peut être de l'angoisse, qui peut être une maladie psychique, qui peut être une maladie physique, parce que on va dire notre appareil psychique, et donc comme je disais, c'est un appareil très complexe et encore trop mystérieux pour de nombreuses personnes, qui peut réussir à produire aussi une maladie ou à participer à la production d'une maladie organique. Donc, c'est-à-dire que au lieu de prendre le chemin, on va dire que le chemin direct pour arriver à la réalité, on va parler d'une énergie, non? Il s'agit d'une énergie qui part de ce réservoir de pulsions qu'est le ça, et que cette énergie va vouloir arriver à la réalité, mais en fait elle va trébucher, non, obligatoirement, parce que l'énergie de l'inconscient ne va jamais arriver à la conscience. L'inconscient est inconscient. Nous ne serons de lui que par l'interprétation. Sinon, nous ne pouvons pas savoir ce qui est en jeu en nous. Non, sans interprétation, tout ce que nous pouvons imaginer de nous-mêmes, c'est erroné. C'est erroné. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est un instrument qui nous convient pour essayer de voir plus clair. On va dire, comment définir un symptôme? C'est tout ce qui nous fait souffrir. Pas obligatoirement, Rachid, il y a des symptômes qui ne nous font pas souffrir. Donc, ils peuvent être des inconvénients. Par exemple, il y a des gens qui ne vont pas les faire souffrir, mais qui vont provoquer des troubles qui finiront par les faire souffrir. Donc, par exemple, il y a des gens qui préfèrent la solitude. Comme ils ont des difficultés avec leurs relations sociales, ils préfèrent s'enfermer. Donc, la solitude ne les fait pas souffrir. Nidal, bonsoir, ne les fait pas souffrir. Mais la solitude, dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour le sujet, parce que nous sommes formés avec les autres et nous existons grâce aux autres, nous avons besoin des autres, et que cette tendance que peuvent avoir certaines personnes à vouloir tout faire tout seul, à vouloir se débrouiller tout seul, à ne pas vouloir accepter l'aide des autres, quels qu'ils soient, c'est quelque chose qui va provoquer à la longue, bien évidemment, des problèmes, parce que tout seul, on ne peut pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter, c'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas. On a obligatoirement besoin des autres. Et puis après, c'est notre manière de choisir ces autres. Parce qu'on peut choisir des autres qui vont réellement participer à cette aide que nous prétendons, on va dire, ou même si sans vouloir nous aider directement, à la présence des autres, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. Les autres, non, le contact avec les autres, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. Quel est le rôle des mécanismes de défense inconscients dans ce conflit intrapsychique? Les mécanismes de défense, Annie, bonsoir, non, les mécanismes de défense qui peuvent intervenir, non, il y a différents types de mécanismes de défense. Mais de défense de quoi? Parce que moi, je me poserai premièrement la question à savoir de quoi je vais me défendre, de quoi je me défends. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme un danger pour moi? Parce que quand je vais me défendre, parce qu'il y a un incendie dans l'immeuble et qu'il faut que je sorte rapidement pour échapper, c'est une chose. Mais quand je vais essayer de me défendre de quelque chose qui est en moi ou quelque chose qui est normal, parce que des fois je me défends contre quelque chose qui n'est pas dangereux. Non, rappelez-vous des allergies contre le pollen, par exemple. Ce ne sont pas des choses qui sont dangereuses et pourtant le sujet va se défendre contre ça. Donc, il y a aussi donc, une manière de pouvoir distinguer, de faire la différence entre ce qui peut être réellement dangereux pour moi. Non, il y a un critère de distinction qu'il faut acquérir pour pouvoir faire la différence. Il y a des gens qui
non, vont se retrouver avec, sans chercher réellement ça, mais qui vont se retrouver avec des relations sociales qui ne leur sont pas bénéfiques, par exemple. Donc, on peut trouver donc un chemin, on peut prendre un chemin direct pour arriver à la réalité, cette énergie, donc elle va réussir à passer cette énergie, Corleone et saludos, et cette énergie qui va passer pour arriver dans la conscience, donc elle va toujours arriver dans la conscience, mais toujours déformée, parce qu'elle va passer par des systèmes de censure, et que la censure va dire, d'accord, je te laisse passer, mais ne te montre pas tel que tu es, tu dois te déguiser, parce que la conscience, la morale de ce personnage, du sujet, non, ne va pas tolérer ça comme ça. Donc il faut obligatoirement te déguiser. Hein. Et donc, parfois, ce qui arrive dans la réalité, c'est la production d'un symptôme. C'est-à-dire qu'on prend un chemin qui est complètement indirect et on va produire une maladie. Où la réponse, on va dire, elle est simple, et c'est-à-dire que il y a production d'un symptôme. Alors, un symptôme, ce n'est pas une erreur. Non, ce n'est pas une erreur du fonctionnement psychique. C'est-à-dire que, bon, j'ai déjà souligné très souvent, c'est-à-dire que pour la production d'un symptôme, ce sont les mêmes mécanismes qui vont participer à la production d'un symptôme que les mécanismes que je vais utiliser pour aller travailler. Non, par exemple, les gens qui ont des difficultés pour aller travailler ou qui directement qui ne peuvent pas travailler, donc ils ont une incapacité, quelle que soit la raison pour aller travailler. Obligatoirement, on va dire, ça devient un symptôme d'ailleurs. Michel, bonsoir. Donc, on va voir que là, il y a symptôme, c'est comme une béquille. Effectivement, Olivier, le symptôme, pour certains, c'est une béquille. Et d'ailleurs, Freud nous disait, nous ne pouvons que, comment il dit que vivre en boitant, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que les êtres humains, nous sommes des êtres qui boitent. Nous boitons ou d'un côté, ou de l'autre, ou devant, ou derrière, mais que tout le monde boite. Mais que boiter, ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que la perfection, pour l'être humain, ça n'existe pas. D'ailleurs, quels seraient les critères de perfection? Chaque personne a des critères de perfection différents, donc il ne s'agit pas d'être parfait, sinon qu'il s'agit d'apprendre à accepter que l'on boite et que ce n'est pas un péché de boiter. Qu'il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Et quand on fait trop attention, quand on fait trop attention à tout ce qui ne va pas dans notre vie, c'est parce qu'on a un concept idéal trop élevé. On a un idéal trop élevé. Et donc ensuite, on va, pour nous punir d'avoir boité, on va produire par exemple un symptôme. Donc je disais que la production d'un symptôme, ce n'est pas une erreur ni un dysfonctionnement de l'appareil. Ce n'est pas que l'appareil fonctionne mal. Un symptôme, ce n'est pas non plus le résultat du hasard. C'est une solution. C'est la solution que notre psychisme a trouvée pour résoudre un conflit psychique. Pourquoi avons-nous des difficultés à effectuer certains choix? Après, ça dépend, non? La psychanalyse est la voie merveilleuse pour accepter tout cela. Donc la psychanalyse, c'est un instrument qui va effectivement nous permettre à accepter l'être humain que nous sommes. Donc nous ne sommes pas celui que nous croyons. Et c'est ça. Et donc c'est pour ça, Nabila, bonsoir, des fois que c'est difficile de se psychanalyser parce que en fait, on doit accepter que celui que je prétends être, c'est un impossible. Celui que je prétends être, c'est un impossible. Donc il va falloir renoncer d'une certaine façon à certains impossibles. Pas tous, parce que des fois, il y a des impossibles, on sait qu'ils sont impossibles. Non, par exemple, on va dire, bonsoir tout le monde, Hakim, et on va dire par exemple que lutter pour la liberté, même s'ils ne l'obtiendront jamais, parce qu'elle est impossible pour l'être humain, mais nous pouvons continuer à lutter pour la liberté, quels que soient les résultats, mais c'est quelque chose qui, Sonia, bonjour, non, qu'il y a des choses pour lesquelles nous pouvons continuer à travailler ou à lutter pour ça, même si
Non, je vais lutter ou je vais travailler pour essayer de changer le monde. Ben, même si je n'y arriverai pas, je peux commencer ce chemin ou continuer sur ce chemin. Donc, on disait que le symptôme pour la personne, c'est la meilleure solution que son appareil psychique a trouvé pour résoudre, pour décharger cette énergie. Parce que cette énergie qui circule, elle a besoin d'être déchargée. Et en fait, elle va se décharger dans un symptôme. Et pour la fabrication d'un symptôme, il va y avoir, par exemple, le refoulement qui va, l'idéal, moi, peut-il être acquis en psychanalyse? Je ne comprends pas, Charbel. Non, l'idéal, c'est idéal. Ça ne va jamais être obtenu. D'accord? C'est un idéal. Donc, l'idéal que je peux avoir sur l'être humain, c'est quelque chose que je n'obtiendrai jamais. Donc, parce que travailler dans une direction en sachant que je ne l'aurai jamais, c'est différent que d'être déçu à chaque fois parce que je ne l'obtiens pas. La dissonance cognitive est-elle un symptôme? La dissonance cognitive, vous pouvez expliquer ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, la dissonance. C'est joli ça, la dissonance. Donc, le symptôme, c'est donc une réponse inconsciente, non? C'est une espèce, on va dire, de chemin que nous allons prendre qui va produire en général de la douleur ou surtout qui va limiter notre vie. C'est-à-dire qui va limiter, non? Céline disait ne pas vivre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui apparaissent dans la vie qui font que j'ai l'impression que la vie, c'est autre chose que ce que je suis en train de vivre. Est-ce qu'on peut faire une auto-analyse? Demande Rachid. Écoutez, les autres sont là pour ça. Les autres sont là pour ça, c'est-à-dire que il peut exister bien évidemment, non, l'auto-analyse, certains la prétendent, et moi je préfère utiliser les services de quelqu'un. C'est bien plus intelligent, parce que ce quelqu'un est plus intelligent que moi, et donc il m'aide beaucoup plus à me penser qu'essayer de faire une auto-analyse, où très souvent, ce que je fais, c'est tourner en rond. Donc je disais que le symptôme, c'est quelque chose qui peut produire de la douleur, qui peut produire de la souffrance, et surtout qui va limiter la vie du sujet. Rendez-vous compte que l'être humain, aujourd'hui, l'être humain et tous tels que nous sommes, nous ne connaissons pas quelles sont nos limites. Nous ne savons pas quelles sont nos possibilités réelles. Alors nous mettons nous-mêmes des limites, ou par des symptômes, ou par notre morale, ou par notre sentiment de culpabilité, et nous mettons des limites. Mais nous ne savons pas de quoi nous sommes réellement capables, et quelles sont réellement nos possibilités. Alors on se met des limites, on fabrique des symptômes, et on dit non, je ne peux pas, j'ai un symptôme. Non, par exemple. Mais donc c'est pour ça qu'on dit aussi que le symptôme c'est une solution, dans le sens où non seulement c'est une solution au niveau de l'énergie psychique dans l'appareil, mais sinon que c'est une solution aussi parce que très souvent ça permet au sujet de continuer à vivre. Alors il vit avec un symptôme, il vit avec cette limitation, mais il peut continuer à vivre, non? Donc, on peut dès maintenant répondre à la question qui s'était posée au départ, à quoi servent les symptômes? Ils servent à résoudre des conflits psychiques. D'accord? Serge demande, peut-on éliminer les symptômes car c'est un inconvénient? Donc il y a certains, bien évidemment, il y en a certains qui peuvent être éliminés, bien évidemment. Non, après, ça c'est... mais la seule chose, c'est que la psychanalyse, ce n'est pas ce n'est pas un ordinateur où je vais demander un Coca-Cola frais s'il vous plaît, sinon que je ne peux pas venir et dire, voilà, je peux venir et dire bien évidemment, mais que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que j'ai des conflits et on va voir comment petit à petit ce que je vais solutionner, parce que souvent le patient peut se présenter en analyse en disant voilà je viens parce que j'ai mal là, et puis tout d'un coup il commence à parler, alors non seulement ça là où il avait mal, ça lui fait plus mal, par contre il a découvert d'autres lieux qui étaient aussi problématiques pour lui, hein. Le symptôme est le résultat de l'angoisse inconsciente, fait-il dit. L'angoisse en général participe. L'angoisse en elle-même, dans certains cas, dans le cas de la phobie par exemple, c'est un symptôme en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une production d'angoisse qui vient limiter énormément ma vie.
Alors on va dire que quand il y a conflit, parce qu'on va dire pourquoi il y a conflit, parce que le moi ne s'entend pas avec le ça, parce qu'il ne s'entend pas avec le surmoi, le symptôme permet aussi de canaliser les obstacles intrapsychiques. Ah ben, je ne savais pas qu'il avait ce pouvoir-là, Hakim, non? Donc il n'y a pas ce genre de possibilité pour le psy, comme vous dites. Donc la personne qui se trouve donc avec un conflit, en général, c'est un conflit avec son désir, mais son désir inconscient. Pas le désir conscient que je présente en disant voilà, je veux ceci, je veux cela, non. Sinon que c'est avec un désir inconscient. Donc c'est un désir inconscient que le sujet ne tolère pas. Et donc apprendre à tolérer ces désirs qui vont dans une psychanalyse être interprétés pour les rendre conscients et donc apprendre à faire avec. Mais bon, mes désirs, c'est juste que je suis un être humain et donc j'ai tout type de désirs. Pourquoi le sujet choisit-il inconsciemment la somatisation comme symptôme? Pourquoi il choisit? Parce que c'est la solution qu'il peut se permettre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir nos symptômes. Non? Comme le cas du petit Hans. Non. Permet aussi de canaliser les obstacles intrapsychiques, comme dans le cas du petit Hans, dit Hakim. Mais disons que chez l'enfant, c'est beaucoup plus facile. Non, traiter un enfant, donc en plus il est passé par le père, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simple, parce que c'est une névrose en fait qui ne s'est pas encore établie. Quand le patient adulte vient et que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il vit dans cette névrose-là, obligatoirement pour mobiliser cette énergie qui a l'habitude de toujours prendre le même chemin, renoncer à ça pour le sujet, ça peut être un travail supplémentaire, ou pas. Non, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui, dès les premiers moments de l'analyse, déjà commencent à mobiliser l'énergie pour justement pouvoir faire d'autres choses de leur vie. Et donc on disait que les différents symptômes qui peuvent se manifester par exemple comme de l'anxiété, l'anxiété qui est assez courante, la dépression, les attaques de panique, les maladies psychosomatiques, les blocages dans le travail, les difficultés dans les relations de couple, ou aussi dans la créativité. Et quand je parle de la créativité, je ne parle pas simplement de la vie d'artiste, sinon que je parle de cette créativité dont nous avons tous besoin dans notre vie quotidienne. Peut-être que ce qui manque à Céline dans sa vie quotidienne, c'est un petit peu de créativité, d'être un petit peu plus créative dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on pense que on doit toujours faire pareil, toujours monter les escaliers de la même manière, je sais pas, mais non. Et surtout, la manière d'être en relation avec les autres. Parce que là où on peut être créatif, c'est notre manière d'être en relation avec les autres. Pas toujours donner, la même image aux autres. Après les autres, ils disent « je te connais ». Bah oui, parce que je suis toujours le même. Je me présente toujours de la même façon. J'ai aucune créativité avec ma personnalité. Ma personnalité, elle est fixe et je me présente toujours de la même manière, non? Bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que être créatif dans notre vie quotidienne, dans nos vies de couple, dans le travail, tout ça, ce sont des choses, bien évidemment, qui vont enrichir toutes ces situations de notre vie. Donc, alors comment la créativité, c'est-à-dire, vous voulez que je vous dise comment vous devez faire? La créativité, vous savez pas ce que ça veut dire, la créativité, Céline? Alors, on va dire, donc on disait que ce qui va se mettre, quand on disait de quoi, si le symptôme, c'est le résultat d'une défense vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis principalement de ces désirs inconscients que le sujet ne tolère pas. Et on va dire que, ces désirs que le sujet ne tolère pas, en général, ils ont leurs racines dans l'enfance. Mais pas dans l'enfance réelle. Non, parce que l'enfance réelle, elle a disparu, elle n'est plus là. Sinon, dans l'enfance psychique, c'est-à-dire dans ce passage, dans toute ce parcours par lequel nous sommes tous passés, par tous ces embûches par lesquelles nous sommes tous passés pour nous constituer en être humain. Et tout ça, ça a laissé des traces. Ce processus, on dit, de cette sexualité infantile
de passer par différentes étapes dans notre constitution et que là c'est produit certains éléments qui font que le problème est le désir inconscient refoulé. Mais qui n'est pas obligatoirement refoulé, parce qu'il y a toujours un désir inconscient qui va être refoulé, qui va toujours exister comme refoulé, qui va jamais passer dans l'inconscience, mais il y en a d'autres qui peuvent passer dans l'inconscience. Alors, on va dire que on parlait de notre enfance psychique, c'est-à-dire celle que nous avons oubliée, que nous avons tous oubliée, hein, cette enfance psychique, c'est-à-dire c'est cette enfance, cette toute première enfance que nous avons oubliée. Quels sont vos premiers souvenirs? À partir de quel âge? En général, si on a des souvenirs, en général, c'est parce qu'on nous a raconté, quand tu étais petit, tu avais fait ceci, puis on l'a tellement répété que ça fait partie de nos souvenirs. Mais bon, c'est plutôt le souvenir de l'autre, pas le nôtre, non? Puisque c'est ce que d'autres personnes nous ont raconté. Donc, et ça a à voir un petit peu avec notre manière d'avoir fait face à certaines situations, en fait, de cette enfance. C'est-à-dire que des choses qu'on a oubliées, non, il ne s'agit pas de fois on pense que ça fait référence à des traumatismes de l'enfant qu'on se rappelle comme mon papa, comme ma maman. Non, si on s'en rappelle, on sait que ce n'est pas ça. Et c'est-à-dire que dans ce processus d'humanisation, pour pouvoir aujourd'hui affronter la réalité, qui nous a donc, ce processus qui nous a permis de survivre et d'arriver jusqu'ici, nous avons dû renoncer à beaucoup de choses. Nous avons dû, c'est-à-dire qu'il y a toute une société, pas simplement nos parents, sinon toute une société qui a participé pour que nous apprenions à renoncer à ces satisfactions qu'on appelle les satisfactions infantiles. Ces satisfactions infantiles. Et c'est-à-dire que, et pour pouvoir grandir, non, que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui on ne peut plus se promener tout nu comme on veut. Et quel plaisir l'enfant avait de pouvoir se promener tout nu et d'aller séduire tout le monde en se promenant tout nu. Parce que les enfants, ce qu'ils font, ils vont séduire les adultes en se promenant tout nu. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors pour certaines personnes, on a dû leur dire une fois, 2 fois, 3 fois, on a dû leur expliquer pourquoi. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu, et ça avec une quantité énorme de choses sur lesquelles nous avons dû renoncer. Mais le plus difficile, c'est que nous avons dû renoncer à nos premiers amours. Nous avons dû renoncer à ces premiers amours. On nous a dit non, ces gens-là sont interdits. Sont interdits. Avec eux, vous pouvez pas. Pourquoi? Parce que sinon, on sortirait pas de la famille. On resterait, non, d'ailleurs, il y a certaines personnes, c'est ce qui leur arrive, non, ils sortent jamais de la famille. Donc, mais sinon, on serait resté, on aurait satisfait toutes nos tendances à l'intérieur de la famille. Il n'y aurait pas eu besoin de s'ouvrir au monde, ni de s'ouvrir aux autres. C'est pour ça qu'il y a une interdiction pour que le monde puisse exister pour nous. Sans interdiction, le monde n'existerait pas. Hein. Alors, on va voir que... on va voir. Donc nous avons toutes ces tendances infantiles auxquelles nous avons dû renoncer, mais que nous n'avons pas renoncé complètement, parce que ce qui se passe, c'est que elles existent toujours, nous les avons refoulées. Mais refoulées, ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, ça veut dire qu'elles sont là, et que certains vont les utiliser quand c'est nécessaire. Et donc on peut avoir, par exemple, les enfants ont des tendances, comme je disais, sexuelles, des tendances de séduction, des tendances exhibitionnistes, des tendances sadiques, des tendances hostiles, des tendances agressives, des tendances amoureuses sur des personnes qui ne correspondent pas. Non? Et tout ça, toutes ces tendances de se bagarrer avec les autres, d'être violent avec les autres, tout ça, on a dû refouler et refouler. Alors, bien évidemment, pour le résultat de tous ces refoulements, c'est que maintenant on a tout un matériel qui est là, non, qui ne devrait plus ressortir. C'est-à-dire que c'est un matériel, on va dire, l'enfance c'est fini, non, c'est tendance, mais les tendances elles existent toujours. Et donc il y a des tendances qui vont encore se manifester. Non, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous
encore comme adultes des tendances sexuelles, des tendances exhibitionnistes. Regardez-moi ici dans ce direct, tendance exhibitionniste. Nous avons socialisé, c'est une tendance exhibitionniste socialisée. Je suis habillée, non? Et il y a des tendances sadiques, et il y a des tendances masochistes, et il y a des tendances sexuelles, et des tendances hostiles, et des tendances agressives, et tout ça, nous les avons tous. Mais comment les tolérer? Parce qu'il y a des gens qui veulent être simplement bons, toujours bons. Ah, moi je veux jamais que mon agressivité se voie. Non, je veux toujours être gentil, agréable, bon avec tout le monde. Ben, obligatoirement, c'est mes désirs hostiles qui existent aussi, bien évidemment, ils vont se manifester. Donc, si je ne les accepte pas, que de temps en temps, ils vont se manifester, par exemple, non? Et ils vont se manifester, d'ailleurs, toutes ces tendances hostiles et agressives, ce sont des tendances qui peuvent se manifester, mais déguisées, c'est-à-dire sans avoir à se disputer avec personne, sans avoir à être désagréable avec les autres, dans le travail. Donc, le travail, c'est un instrument qui est très bénéfique pour passer d'un état de nature à état de culture. Exactement, Rachid. Non, c'est-à-dire que le travail, c'est un instrument qui va aussi nous permettre non seulement de gagner de l'argent, sinon aussi et surtout d'avoir des relations sociales et de fabriquer quelque chose, d'être utile, parce que les gens qui passent à la retraite, après ils disent à quoi je sers maintenant. Maintenant, il n'y a plus personne qui me réclame. Non? Et ensuite, pour faire passer toutes ces tendances, tous ces désirs sexuels, tous ces désirs hostiles qui vont passer inaperçus dans le travail. Non, c'est-à-dire que ça va être déguisé. C'est-à-dire on va pas voir ces manifestations. C'est une manière, on va dire, de dominer un petit peu ces tendances dans le travail, non? Ces tendances agressives, hostiles, sexuelles, qui ne peuvent pas être présentées telles quelles dans la vie d'un adulte, bien évidemment, non? Parce que c'est toute la civilisation qui travaille pour que cet enfant qui va s'humaniser, il va devoir canaliser en fait tous ses désirs. Il va devoir les canaliser. Alors il y a des désirs qui sont complètement interdits, c'est-à-dire la loi de l'inceste, donc qui va être interdite. Donc par là, on ne peut pas passer. En tout cas, ça ne nous convient pas. Et que pour pouvoir se socialiser, il va par exemple devoir cesser d'être si narcissique. Parce que sinon, il va avoir mal. Parce que à chaque fois qu'on ne le regarde pas quand il parle, il a mal. À chaque fois qu'on ne dit pas qu'il est le plus beau, il a mal. Non, par exemple. Donc, le narcissique, il va falloir, les enfants, c'est comme ça. Non? Aller dans le social. Exactement, Serge. Donc, le narcissique, il faut renoncer à une grande partie de notre narcissisme pour pouvoir vivre avec les autres sans avoir mal. Sinon, on a mal, le narcissique, il souffre. Non? Mais il souffre parce qu'il veut continuer à être un enfant dans un monde d'adultes. Et les adultes, ils sont pas toujours très gentils. Non, les enfants non plus d'ailleurs, mais je veux dire que on va pas s'occuper plus de quelqu'un qui veut toujours la première place, le premier rôle, être sur la première ligne, sinon qu'il va falloir apprendre donc à réprimer, à refouler certaines tendances. Et tout ça, ça nous arrive à tous. Donc on ne parle pas de quelque chose, du traumatisme de un tel ou de un tel ou de un tel. Non, non. Tout ça, c'est tout ce qui nous est arrivé à tous dans notre processus d'humanisation. Dans ce processus, nous avons appris à parler. Et apprendre à parler, c'est pourquoi? C'est pour être en contact avec les autres, bien évidemment. Mais j'apprends à parler pour les autres. Pour être en contact avec les autres, pour apprendre à avoir des amis, pour apprendre à avoir des amours multiples, pour apprendre à travailler, à produire des choses, quelles qu'elles soient. Et donc, mais tout ça pour l'enfant. L'acquisition du langage, c'est un traumatisme. On dit que le véritable trauma de l'être humain, c'est l'apprentissage avec le langage. C'est notre entrée dans le langage. Parce que le langage, en fait, il vient nous tromper. Quand je parle, je dis jamais exactement ce que je veux dire. Puis l'autre, il ne comprend jamais vraiment ce que je veux dire non plus. Donc il y a une grande difficulté. Il y a des gens qui parlent pas parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils parlent, ils déforment leurs pensées. Bien évidemment, on déforme leurs pensées. Dès qu'on parle, on dit jamais exactement ce qu'on pense, ni ce qu'on voudrait dire.
Et en plus, entre ce que je dis et ce que vous écoutez, bah, il y a aussi une distance. Chacun va écouter selon sa manière de penser, pas selon ce que je dis. Non, et ça, dans toutes les relations de notre vie. Donc, l'entrer dans le langage, et puis en plus, le langage, ça a cette particularité que chaque mot, c'est associé pour chaque personne d'une façon différente. La sublimation est un mécanisme de dégagement réussi. La sublimation dit que c'est un mécanisme, un mécanisme où il n'y a pas de participation du refoulement. C'est la production de quelque chose, donc dans le travail, quand on va travailler, il y a le refoulement. On est toujours du côté du malentendu. Avec le langage, on est toujours du côté du malentendu. Effectivement. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas le malentendu, mais je lui ai dit. Et après, ils se fâchent parce que je lui ai dit que l'autre, allez savoir ce qu'il a écouté. Allez savoir s'il a écouté. Est-ce que lui, par rapport à son histoire, par rapport à sa position, par rapport à son truc, il n'a pas écouté. Alors nous sommes constamment, effectivement, donc constamment en train d'être sur des malentendus. C'est pour ça que Miguel Oscar Menaza, le poète, il dit que apprendre à parler tranquillement, c'est ce que nous enseigne l'amour. Et ça, c'est un apprentissage. Apprendre à parler aux autres, apprendre à être dans une conversation avec les autres, pouvoir écouter l'autre, pas de ma place, de sa place à lui, de pouvoir écouter l'autre, de comment, non, de m'intéresser à l'autre, à voir comment il pense. Pas tout de suite, non, Sabrina, bonsoir, non, c'est-à-dire, donc l'apprentissage d'apprendre et de savoir que même s'il y a eu une conversation, on a eu une conversation qui était formidable, on a parlé toute la nuit, c'était formidable, mais en fait, on était chacun dans notre monde. Mais on a eu l'illusion que dans la conversation, on se touchait. Non, on était d'accord sur certains points, on s'est compris. Mais tout ça, ce sont des illusions. Des illusions, c'est-à-dire que les êtres humains n'ont pas cette capacité. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est traumatique et sur lequel nous allons devoir faire face, bien évidemment. Bien évidemment. Vous allez voir, là, a-t-il disait, il n'y a pas de malentendus, mais que des malentendants. Oui, mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas des malentendants. Non, c'est pas des malentendants, c'est que, obligatoirement, il va y avoir des malentendus. Obligatoirement. Après, il y a des gens qui n'écoutent pas. C'est vrai, Annie, il y a des gens qui n'écoutent absolument pas, qui peuvent écouter que 2-3 trucs. Mais bon, c'est pareil, nous sommes tous différents. La levée du refoulement, on peut obtenir en dehors de la CUT. Comment, Rachid? Je comprends pas. Alors, le problème avec les symptômes, c'est-à-dire que le choix de la résolution du conflit que le patient a pris comme ça, c'est que c'est l'utilisation d'une grande quantité d'énergie. Et pour maintenir un symptôme, c'est aussi une grande quantité d'énergie. C'est-à-dire que quand je refoule, il y a des personnes qui refoulent constamment, qui ne supportent pas le moindre désir qui se manifeste, ils ne le supportent pas, donc ils sont constamment en train de refouler. Rappelons que refouler, c'est un mécanisme inconscient. Le sujet ne s'en rend pas compte. Non, simplement, il se rend compte que sa vie, elle est toute restreinte. Non, de tellement chacun est dans son monde. Exactement, Serge. Nous sommes tous dans le même monde, mais chacun dans son monde. Effectivement. Non, donc, mais bon, pour ça, il faut tolérer cette situation, on va dire. Donc moi, je parlais de l'énergie qui est utilisée pour maintenir un symptôme. Non, il y a des gens qui disent qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de refouler, et qu'à chaque fois qu'on refoule, c'est pas qu'on a refoulé et ça y est, on est tranquille, sinon qu'on refoule, et après, le refouler, il faut continuer à faire une force pour l'empêcher de sortir. Donc il faut continuer, non? C'est comme quelqu'un qui crierait, Freud, il donne l'image de quelqu'un qui serait dans la salle d'à côté et qui n'arrête pas de crier, ou qui était dans la salle, là qu'on disait qu'il n'y avait pas de malentendus, mais que des malentendants. C'est Lacan qui disait ça. Bon, alors, mais il faut voir dans quel sens il le disait, non? Parce qu'on ne va pas prendre les phrases comme ça, on prend les phrases des autres. Donc Freud, il disait, imaginez-vous dans une salle où il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit et tout, donc on le met dehors. Mais une fois qu'il est dehors, il continue à faire du bruit et il fait de plus en plus de bruit. Donc, ça, c'est la situation du refoulement. C'est-à-dire quelque chose qui nous dérange, devient inconscient ou reste inconscient parce qu'on ne veut rien savoir de ça, mais continue à faire du bruit.
Parce que ce qui a été refoulé, ce n'est pas qu'on s'est libéré du matériel refoulé. Non seulement il continue à vivre sa vie, et là je n'ai plus accès à ce matériel puisqu'il a été refoulé, et je sais même pas ce que c'est, non, puisque c'est inconscient, et en plus j'utilise une énergie pour le maintenir refoulé. Alors bien sûr je suis épuisée, à la fin de la journée je suis épuisée. Hein. Donc il y a cette situation du symptôme. Alors quand on dit que de ces limitations, je vais revenir un petit peu sur ce truc que pour les enfants, dans ces limitations, tout ce qui nous a été interdit et lequel on a renoncé. Rendez-vous compte que nous avons tous renoncé, et ça je peux pratiquement l'affirmer, que nous avons tous renoncé au cannibalisme. Parce que les enfants, quand ils sont à l'état oral, c'est des véritables cannibales, ils mangeraient n'importe quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas encore beaucoup de dents, parce que sinon, ils nous mangeraient. Non, surtout les gens qu'ils aiment, parce qu'on ne mange pas n'importe qui, on mange les gens dont on pense, non, que les cannibales vont manger les ennemis qu'ils admirent, qu'ils ont réussi à tuer et qu'ils admirent. Pourquoi? Pour s'approprier de leur qualité. Et donc après, aujourd'hui, notre cannibalisme, il a évolué un petit peu, et aujourd'hui on utilise le mécanisme de l'identification. Donc on va s'approprier aussi de certaines choses des autres, pour nous former d'ailleurs, et comme cannibalisme. Donc nous avons dû renoncer à l'inceste, à nos premiers amours, ce que nous avons le plus désiré au monde. Nous avons dû renoncer au cannibalisme, nous avons dû renoncer à l'assassinat, parce que, non, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il existe ce désir en chacun de nous, hein, faut pas croire, hein, c'est les 10 commandements, c'est les 10 grandes tentations de l'être humain. C'est pour ça que c'est bien noté, parce que c'est là les péchés les plus faciles. Nous avons dû renoncer à l'assassinat. Hein. Et donc, tout ça, on va dire, et donc, nous avons dû renoncer à tout ça, mais nous n'avons pas complètement renoncé. Non, nous n'avons pas encore renoncé, c'est-à-dire qu'il y a encore des cannibales, il y a encore des cannibales, et je ne parle pas de tribus sauvages dans des pays lointains, sinon que je parle encore aujourd'hui. Non, l'autre jour, il y a eu, on a parlé, non, vous n'avez pas entendu parler de ce cas d'un Espagnol qui a tué sa mère et qui l'a mangée. Donc ça existe, ce sont des tendances qui existent chez les êtres humains, auxquelles nous devons renoncer pour pouvoir nous civiliser. Donc ce sont des tendances, et après il y a toutes ces tendances érotiques qui existent aussi en nous, non, et auxquelles nous avons dû renoncer aussi, et auxquelles nous devons renoncer, et auxquelles nous devons renoncer constamment. Constamment, parce que sinon, si nous avions des tendances érotiques, bonsoir Lila, non, nous ferions l'amour sans arrêt. Imaginez. Donc l'enfant, il va devoir apprendre à refouler toutes ces tendances, et apprendre aussi à se séparer, principalement à se séparer de la mère, et ensuite de se séparer du père. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la loi humaine qui vient présenter l'interdiction. Donc comme je disais, c'est celle qui va nous ouvrir au monde et qui va nous dire non, dans la famille tu peux pas rester, tu dois t'ouvrir au monde, te séparer de la mère, non, pour pouvoir fabriquer ta propre vie, et en plus notre propre vie, pas de copier la vie que nos parents ont fait, sinon de fabriquer notre propre vie. Et donc, toutes ces tendances vont continuer à exister dans l'appareil psychique. Toutes ces tendances vont continuer à exister donc dans l'inconscient. Hein. Et les objets incestueux aussi vont continuer à exister dans l'inconscient. Nous sommes des êtres de limite. Ça veut dire quoi? Nous sommes des êtres de limite. Que nous avons des limites, nous n'avons pas le droit, nous avons des interdictions. Il y a des interdictions. Donc il y a les objets amoureux, ces premiers amours, ils sont devenus inconscients. Donc Freud dit que c'est pour ça qu'à partir de ce premier refoulement, nous avons dû nous diviser. Nous sommes tous des êtres divisés, en conscient et en inconscient.
Dans l'inconscient, il y a toutes ces tendances infantiles, ces objets amoureux de l'enfance qui continuent à exister dans l'inconscient. Et dans la conscience, normalement, nous devrions être des adultes, c'est-à-dire avoir renoncé à toutes ces tendances ou à avoir appris à les gérer, non? Aussi, te balader, résoudre le conflit ou prendre conscience de ce conflit inconscient. Il faut prendre conscience de nos tendances qui existent. Alors, mais ce n'est pas quelque chose de théorique, parce que là, ce qu'on voit, moi, je vous en parle, c'est quelque chose de théorique, et on peut dire, oui, consciemment, j'ai bien compris. Mais consciemment, j'ai bien compris, mais dans ma vie, je ne sais pas le mettre en pratique, parce que je ne l'ai pas intériorisé, parce que je ne l'ai pas appris. Je l'ai appris comme connaissance, non, comme une information de la conscience, mais ça n'a pas encore été intériorisé. Je ne fonctionne pas avec. C'est un petit peu comme notre langue maternelle. Aujourd'hui, pour parler, on n'a plus besoin de penser, on parle tout seul. Non, cette langue, cet apprentissage a été fait de manière... non, c'est un savoir que nous avons. On va dire c'est un savoir inconscient, c'est un savoir. Et toute cette théorie, en fait, c'est pour ça qu'il faut se psychanalyser, pour que cette théorie qui est rationnelle, bien expliquée, etc., ben, il va falloir l'intérioriser pour qu'elle devienne savoir en nous. Alors, Virginie dit, faites-vous référence à l'œuvre de Totem et Tabou, par exemple, oui, dans Totem et Tabou, Virginie, non, Freud va nous expliquer un petit peu par un mythe, un petit peu, et Serge dit, alors les 10 commandements sont ce que les humains ne savent pas ce qu'ils seraient capables de faire, ce sont leurs grands désirs. La paresse, non, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, je les connais pas par cœur, mais disons que c'est l'assassinat, c'est tu feras honneur à ton père et à ta mère. Donc je vais dire que c'est tout ce que la tendance primitive de l'homme, ce serait ne pas respecter ces 10 commandements. Non, la paresse, c'est un piège de chacun d'entre nous, ou de pratiquement chacun d'entre nous, on va dire, non? Donc, c'est-à-dire que dans l'inconscient, toutes ces tendances continuent à fonctionner. Hein, mais ce sont des tendances, bien évidemment, c'est des tendances érotiques, inappropriées, non, envers des objets, des figures incestueuses. Les tendances hostiles, le cannibalisme, tout ça, ça continue à exister en nous. C'est pour ça que nous sommes divisés. Et qu'il y a une partie... Donc, il y a une partie dont nous ne savons rien, absolument rien. Alors, grâce à Freud, nous avons des connaissances. Mais après, pour que chacun puisse connaître ça, il va falloir passer par la psychanalyse. Et puis en plus, c'est un travail qui se fait, non, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine où il faut continuer, où il y a de nombreuses embûches, on va dire, qui vont passer et qui vont se présenter et auxquelles nous devons apprendre à faire face en disant quoi qu'il arrive, enfin moi c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé ma psychanalyse, non, et quoi qu'il arrive, je continue. Et il y a des embûches, il y a de nombreuses embûches, mais je dis je continue, quel que soit, non, quelles que soient les embûches. Et ça, c'est important. C'est vrai que c'est important. Mais ça, c'est pas quelque chose aussi, parce que des fois, le sujet, il dit non, hein, il dit non. Et donc, toutes ces tendances qui ont été refoulées, bien évidemment, elles ne doivent pas apparaître dans la conscience. Elles ne doivent pas apparaître dans la conscience, dans le sens où ça va être des inconvénients pour notre relation avec les autres, pour notre relation avec le travail, non, et que surtout ça provoquerait du déplaisir. Non, donc c'est pour ça que cet appareil est divisé en deux. Donc nous sommes tous, tant que nous sommes tous des êtres divisés. Hein, nous sommes divisés en conscient et en inconscient. Hein, et l'inconscient, non, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que dans l'inconscient, il y a des choses qu'il est préférable de ne pas savoir, ou que c'est des choses... Non, mais dans l'inconscient aussi, il y a des limites, c'est-à-dire que l'inconscient, si nous nous laissions plus guider par cette partie de nous que nous ne connaissons pas, nous serions beaucoup plus intelligents. Il y a des gens qui sont limités dans leur intelligence parce qu'ils veulent contrôler leur intelligence. Parce qu'ils veulent que leur intelligence, ils veulent comprendre leur intelligence. Ils veulent que leur intelligence sorte de la conscience.
Alors que notre inconscient, si nous laissons participer, non, quand le poète il dit « laissez vivre, laissez-vous parler, laissez-vous faire », et après on interprète. Non, bien sûr, il faut après avoir la psychanalyse pour venir interpréter, parce qu'il y a peut-être des choses après qu'il faudra rectifier. Mais, a priori, nous avons été civilisés et nous pouvons nous laisser tranquilles et nous laisser vivre. Nous sommes passés par ce processus de civilisation pour nous laisser vivre. Et quand nous n'arrivons pas à faire ça, ben, il faut consulter un psychanalyste. Bien évidemment, il faut tout de suite consulter un psychanalyste. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de limiter énormément notre vie. Notre vie est absolument limitée par tous ces interdits, par toutes ces choses que nous ne nous permettons pas, parce que je ne veux pas avoir d'inconscient. Je ne veux pas avoir d'inconscient, je veux que tout soit conscient. Alors, bien sûr, ma vie est beaucoup plus limitée. Et puis en plus, après, je suis pas... Non, quand est-ce qu'on est fier de nous? Quand justement on a vu qu'on s'est permis certaines choses, mais qu'on s'est permis plus de choses que ce qu'on imaginait qu'on était capable de faire, de dire, de réaliser, non? Donc, ben voilà, pour aujourd'hui, je crois que j'ai assez parlé. J'en ai assez dit, en plus il est pratiquement l'heure, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc l'idée principale que l'on peut retenir ici, c'est que les symptômes sont très utiles dans la vie des sujets. C'est pour ça qu'il faut se psychanalyser, parce que sinon ils peuvent s'installer pour toute notre vie, s'installer pour rester et nous accompagner toute notre vie. Et puis en plus, au plus on entre, au plus le symptôme s'est installé, en fait, au plus il prend de place dans notre vie. Parce qu'en plus c'est ça, c'est que c'est pas qu'il va diminuer, sinon qu'il prend de plus en plus de place. Donc bon, ça dépend des symptômes, puis ça dépend ce que chacun va nommer symptôme. On va dire ça c'est un symptôme. Merci pour ces éclaircissements. Je vous en prie, Hakim. Merci à vous tous. Donc je vous rappelle, vous pouvez partager sur vos réseaux donc cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux. Soyez généreux et partagez sur vos réseaux cette vidéo. Ne gardez pas tout pour vous. Et puis, on continue mardi prochain. D'accord? Rendez-vous, même jour, même heure, avec un nouveau sujet. Allez, bonne continuation. Au revoir.